Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour évoquer le gouvernement Bayrou. C'est un gouvernement qui se compose de la façon suivante. 14 membres du camp présidentiel, 7 républicains, 2 MoDem, 2 du parti Horizon, qui est un petit parti, celui d'Édouard Philippe, 2 de l'UDI, 2 de la divers droite et 2 de divers gauche. On peut aussi résumer ce gouvernement de la façon suivante. C'est vraiment le dernier carré des fidèles de la Macronie, ou même plus généralement des macrono-compatibles, qui pourtant étaient très nombreux en 2017, et les négociations entre Bayrou et Macron ont sans doute été très âpres, très disputées, au moment justement du choix des ministres. Ça a été sans doute un choix aussi, même pas sans doute, de manière très évidente, bien plus facile en 2017, tant Macron aspirait à l'époque à la fois le centre, le PS et LR. Mais justement, ce choix difficile, il relève de la première image que j'ai choisie, qu'on voit ici donc, où Bayrou avait proposé à peu près à tout le monde d'entrer au gouvernement, sauf bien sûr à LFI et au RN, les deux extrêmes on va dire, et que le PCF et le PS avaient répondu non, estimant, et là la phrase est importante, qu'il n'a pas l'étoffe d'un homme d'État et qu'il est un boutiquier de la 4ème République. Donc c'est des phrases quand même très fortes qui marquent une rupture, même au sein de partis qui pourraient être des partis de gouvernement. Et François Bayrou, donc le 23 décembre 2024, annonce, donc à la veille de Noël, très symbolique, « Je suis très fier de l'équipe présentée ce soir, un collectif d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. » Dans ce gouvernement, certains restent, on va dire, indéboulonnables. Parmi les indéboulonnables, on va retrouver notamment Retailleau, Bruno Retailleau, à l'intérieur, qui est considéré comme l'homme de la situation. Donc, il est resté. La confiance lui a été conservée. Rachida Dati, qui est aussi maintenu à la culture, un poste qu'elle occupe déjà depuis 1 an. Sébastien Lecornu, qui est peut-être le cas le plus intéressant, parce que c'est vraiment un cas du fait du prince. C'est vraiment le choix de Macron. Et c'est un ministère qui relève déjà du pouvoir régalien. Lecornu, en plus, il est colonel de réserve dans la gendarmerie. Il est apprécié au sein de l'armée et il a entamé des travaux d'ampleur. Donc, après avoir vu les indéboulonnables, on va retrouver les fidèles de Macron. Donc ici, il y en a pas mal. On retrouve par exemple Laurent Saint-Martin au commerce extérieur, Amélie de Montchalin, chargée des comptes publics, Marc Ferracci, qui est en plus témoin de mariage réciproque avec Emmanuel Macron, et qui est ici ministre de l'Industrie. Et 2 cas sont à souligner. Aurore Berger, qui on va dire ne brille pas toujours par sa sagacité, et qui a déjà été inquiétée récemment pour des affaires à la fois de harcèlement et de lobbying en faveur des crèches privées. Donc des ministres finalement qui sont choisis, mais dont le choix peut être un petit peu, comment dire, critiquable. On retrouve ensuite Agnès Pannier-Runacher, alors qui est la compagne de Nicolas Bay, qui lui-même est l'ancien ex-conjoint donc d'Aurore Berger, et qui est très très proche bien sûr de Macron. Et on se rappellera de l'envolée lyrique de Agnès Pannier-Runacher, que je ne manquerai pas de vous faire écouter à l'instant. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Donc voilà, une ministre à l'époque quelque peu en décalage sans doute avec la réalité, notamment avec la réalité du monde du travail. Et on l'avait vu aussi une fois totalement paniquée, puisque à un événement officiel, elle avait oublié son masque et courait un petit peu dans tous les sens pour trouver un masque. Enfin, et c'est peut-être là le plus intéressant, on retrouve les recyclés, je dirais, parmi lesquels les plus notables sont Elisabeth Borne, qui est une première ministre jusqu'au début donc de l'année 2024, et qui est maintenant à l'Éducation nationale. Alors, il y a plusieurs casseroles à son actif. Elle va vapoter à l'Éducation nationale en dépit donc de la loi. Elle va participer aussi comme fossoyeuse du nucléaire français, qui est un des fleurons français. Et récemment, elle a montré beaucoup de mépris
à Mayotte envers 2 professeurs qui l'interpellaient par rapport au fait que la situation était dramatique, désastreuse. On retrouve aussi Darmanin, Gérald Darmanin. Alors là, le pédigré est assez intéressant. C'est un grand cumulard. Il a eu des déclarations très malheureuses sur l'Italie. Il a dit, par exemple, avec Giorgia Meloni au pouvoir, l'Italie est devenue l'ennemi de la France. Il a fait preuve de favoritisme envers le PSG au niveau des impôts. Il a fait preuve de favoritisme en échange de faveurs sexuelles à plusieurs reprises. Et surtout, Darmanin a été en dessous de tout. Au moment, je pense que c'était une finale de Ligue des Champions autour du Stade de France et surtout autour de la sécurité. Et le plus simple pour lui, c'était de rejeter la faute sur un petit peu le coupable idéal, le supporter anglais. On se rappellera toujours que les supporters anglais avaient été les grands coupables de ces grandes scènes de violence qui s'étaient déroulées à ce moment-là. Et peut-être que le plus récent, c'est aussi un discours victimaire, très opportuniste, au moment donc de la passation de pouvoir avec Michel Barnier, quand il parle du fait que lui, en tant que Moussa, il n'aurait jamais eu sans doute ce poste. Étant donné ses déclarations, étant donné sa politique, c'est un petit peu, cocasse, on va dire. Enfin, on va évoquer plus largement, plus longuement, le cas Manuel Valls. On pourrait même dire quasiment que c'est une palme d'or. Et c'est aussi, avant tout, mais sans que ce soit attaché à sa personne, un grand problème de la vie politique française, puisque tout comme Hollande, un homme politique qui a été président, qui a été Premier ministre, ne devrait pas pouvoir être à nouveau ministre ou député. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée est de s'accrocher au pouvoir et donc de ne pas favoriser le renouvellement de la vie politique et surtout du personnel politique. Alors, Manuel Valls, c'est un petit peu le retournement de veste permanent. Il a été pro-palestinien à une époque, notamment pour des raisons politiques dans sa ville d'Évry. Ensuite, il a été sioniste convaincu, donc on voit qu'il suit un agenda politique bien précis. Et il a d'ailleurs dit « Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël quand même ». Et ce qui est un petit peu paradoxal encore avec Manuel Valls, c'est qu'il a été très impopulaire en France, et il demeure très impopulaire en France, donc il va aller chercher la mairie de Barcelone, puis il va finir devant son échec par revenir en France pour devenir ministre de l'Outre-mer. Et là aussi, il y a une grande question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette nomination de Valls à l'Outre-mer ? Valls, c'est un mystère, enfin sa nomination du moins est un mystère, car il est très impopulaire, ça on l'a déjà dit. Il faut aussi se rappeler par exemple qu'il a fait à une époque, il a dépensé de l'argent pour des sondages sur, je crois, ses cheveux ou ses oreilles. Comment médiatiquement était perçue sa coupe de cheveux ou ses oreilles. Et je crois que c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc du contribuable, gaspillé. Donc ici, finalement, c'est assez compliqué à comprendre. C'est comment est-ce que on en arrive à nommer un ancien Premier ministre dans un rôle très secondaire dans l'organigramme, sans faire offense à personne, qui est le poste du ministre à l'Outre-mer. Et tout ça amène à penser que, finalement, ce gouvernement, c'est un gouvernement qu'on pourrait évoquer de la façon suivante, c'est un gouvernement qui est un petit peu en point d'interrogation. Plusieurs questions peuvent surgir à ce moment-là. Quelle stabilité, finalement, on peut espérer de ce type de casting ? Comment produire un consensus raisonnable entre 3 blocs qui sont aujourd'hui antagonistes, le bloc macroniste, on pourrait dire central, le bloc de gauche et le bloc national, notamment avec Marine Le Pen, et surtout, qu'espérer encore de l'année et demie, en fait, du mandat qui reste à Emmanuel Macron. Donc tout ça, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui et qu'on ne manquera pas de se poser demain et dans les mois qui suivent, puisque apparemment pour 2025, Macron aurait appelé à un plébiscite populaire, à des référendums auprès de la population française. Bonne soirée à vous et bon courage.